Dans quelques jours, cela fera 90 ans qu'une pionnière a traversé l'Atlantique. Son nom est moins connu que celui de Charles Lindbergh, mais cette femme est pourtant devenue une légende de l'aviation. Aujourd'hui, nous revenons sur la vie d'Amelia Earhart au fil de ses vols. Dès sa plus tendre enfance, la jeune Amelia Earhart a tout d'une aventurière. Après un voyage à Saint-Louis avec sa famille, elle conçoit, avec son oncle, un tremplin en bois et s'élance, réalisant ce qui sera son premier vol. Malgré une petite blessure à la lèvre à l'atterrissage, elle décrira plus tard qu'elle a ressenti une sensation d'euphorie, comme si elle volait. Tous les jours, elle part explorer, avec sa sœur, les contrées qui entourent la maison familiale. Cette enfance bâtit la personnalité d'Amelia, sa détermination, son goût de l'aventure et l'esprit d'un leader. À l'âge de 10 ans, elle déménage à Des Moines, en Iowa, avec ses parents. C'est ainsi que lors de festivités, elle aperçoit son premier avion. Mais cela ne l'impressionne guère. Pour moi, ce n'était qu'un truc de fil rouillé et de bois, et semblait sans intérêt. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour capter toute la personnalité d'Amelia. En 1907, voir un avion était un événement rare et semblait presque extraterrestre aux yeux de ceux qui avaient la chance d'en apercevoir un. Trop peu pour Amelia qui va totalement ignorer l'aviation. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage en Europe, Amelia devient infirmière et décide de soigner notamment les soldats. Cette vision a changé le cours de mon existence. Je réalisais soudain que la guerre ne se résumait pas à tricoter des pulls, vendre des Liberty Bonds ou danser avec de séduisants soldats en uniforme. Retourner à l'école m'était impossible dès lors qu'il y aurait du travail de guerre que je pourrais accomplir. On pourrait croire alors que l'esprit aventurier a quitté son âme, ou qu'il se soit endormi. Mais en secret, Amelia lit beaucoup et se documente sur les femmes qui ont marqué l'histoire par leurs exploits. Jusqu'au jour où elle se rend, encore avec sa sœur, près d'un événement de voltige aérienne. Un des pilotes à leur envol de démonstration voit ces deux adolescentes isolées en train de regarder ces évolutions. Il plonge alors avec son avion tout droit sur elles. Amelia raconte. Je suis sûre qu'il s'est dit « Regardez, je vais leur faire la peur de leur vie ». Je n'ai pas trop compris à ce moment-là, mais j'ai l'impression que ce petit avion rouge m'a parlé alors qu'il vrombissait près de moi. Quelques années plus tard, elle commence des études universitaires dans le milieu médical. En 1920 cependant, elle se rend à un aérodrome avec son père et vole aux côtés de Frank Hawks, vétéran de la Première Guerre mondiale et, selon les surnoms de l'époque, aviateur le plus rapide du monde. Pour $10, il leur offre un baptême de l'air de 10 minutes. Au moment où on était à 200 ou 300 pieds, j'ai su que je devais voler. C'est une vraie révélation pour elle. À l'époque, ce genre d'activité n'était que très difficilement accessible aux femmes, mais c'est d'Amelia Earhart que l'on parle. Elle a en elle cet esprit d'aventurière, ce caractère de battante qui, à partir de là, semble se réveiller soudainement. Elle veut apprendre à voler. Elle prend sa première leçon de pilotage en janvier 1921 avec son instructrice Netta Snook, une autre pionnière de l'aviation. Preuve de la détermination d'Amelia, pour se rendre à son cours de pilotage, elle doit faire un très long trajet de bus avant d'ensuite marcher 6 km. 6 mois plus tard, elle réunit assez d'économies pour s'acheter un avion, un biplan Kinner Erster d'occasion, jaune vif, qu'elle baptise Canary, avec lequel elle bat le record féminin d'altitude en montant à 14 000 pieds. Plus tard, la crise frappe les États-Unis. Amelia est forcée de se séparer de son Canary et on lui refuse le travail de pilote dans les compagnies aériennes de l'époque sous le prétexte qu'elle est une femme. Elle se retrouve donc assistante sociale à Boston. Elle est forcée de mettre un peu de côté le poste de pilotage. Elle essaye de rester quand même dans le secteur puisqu'elle va parler de sa passion et donner une image d'elle sûre, fière et très éloquente. Après les traversées réussies de l'Atlantique, dont celle de Charles Lindbergh en 1927, certains riches investisseurs et mécènes ont l'ambition de financer la première traversée de l'Atlantique par une femme. Un bel après-midi d'avril 1928, elle reçoit un appel au travail. Elle commence par rejeter l'appel, croyant à un canular, mais à l'autre bout du fil, le capitaine Hilton Riley demande très sérieusement « Ça vous dirait d'être la première femme à traverser l'Atlantique ?» Oui, répond Amelia sans hésiter un seul instant. Je me dois de vous préciser que pour Riley et ses mécènes, il est hors de question qu'elle pilote. On lui propose ce périple grâce à ses talents de communication, sa décence et son physique avantageux. Ça, on ne manque pas de lui rappeler. On le lui propose aussi car la femme à l'origine du projet, Amy Guest, refuse de le faire elle-même. Amelia passe donc un entretien avec George Putnam, explorateur, écrivain et promoteur assez célèbre à l'époque, qui est chargé de diriger le projet de traversée.
Le pilote sera Wilmer Stoltz et le mécanicien Louis Gordon, des hommes donc, et Amelia sera officiellement en charge du carnet de vol, pour ne pas dire simple passagère. Malheureusement, il faut comprendre qu'à l'époque, c'est encore compliqué pour les femmes de se faire une place, mais Amelia a bien l'intention de faire bouger les choses. Le trio décolle de Terre-Neuve à bord d'un Fokker F-7B le 17 juin 1928 et se pose 20h40 plus tard dans le pays de Galles. Ils sont acclamés par la foule en Angleterre, mais également à leur retour aux États-Unis, où le trio est célébré par une parade. Mais Amelia n'est pas si fière que ça. Elle raconte « Stutz s'est chargé de tout le pilotage, je n'étais qu'un vulgaire sac de pommes de terre. Mais peut-être qu'un jour je le ferai en solitaire. » Amelia est quelqu'un d'honnête et humble. Elle ne cesse de renvoyer aux journalistes le mérite de ce vol historique aux deux compagnons qui ont piloté l'avion. Charles Lindbergh lui-même reconnaît qu'Amelia n'y est pas réellement pour grand-chose dans cet exploit, mais les États-Unis sont conquis par son visage d'héroïne, de belle aventurière. Quand elle descend de l'avion en Angleterre, la première question qu'on lui pose c'est « Comment allez-vous » et la seconde « Quels vêtements portiez-vous pendant le vol ?» Elle écrit un livre sur cette traversée, donne des conférences, rencontre le président de l'époque et apparaît dans des publicités. Cette célébrité, propulsée et encouragée par George Putnam, va lui permettre de réaliser son objectif et réaliser des exploits par elle-même. D'ailleurs, Putnam et elle commencent à tisser des liens plus personnels. Au bout de la 7e demande en mariage, elle accepte de l'épouser en 1931. Mais c'est d'Amelia Earhart que l'on parle là. Voici ce qu'elle écrit à Putnam, craignant d'être contrainte à renoncer à sa carrière. Il y a certaines choses qui devraient être prescrites avant notre mariage. Des choses dont nous avons déjà parlé, la plupart d'entre elles. Vous devez connaître encore une fois ma réticence à me marier, mon sentiment que je brise ainsi les chances dans le travail qui signifie le plus pour moi. Je sens que cela pourrait me nuire. Je sais qu'il y a peut-être des compensations, mais je n'ai pas le cœur à prévoir cette éventualité. Dans notre vie commune, je veux que vous compreniez que je ne vous imposerai pas un code de fidélité médiéval et que je ne me considérerai pas comme lié à vous de la même manière. Si vous me permettez d'être honnête, je pense que les difficultés qui surviennent peuvent être évitées si vous ou moi devenons profondément, ou en passant, intéressés par quelqu'un d'autre. Je souhaite que l'on n'interfère pas dans le travail ou le plaisir de l'autre, ni laisser le monde voir nos joies ou nos désaccords personnels. À cet égard, je devrais peut-être garder un endroit où je peux aller pour être moi-même, de temps en temps, car je ne peux pas garantir de supporter à tout moment d'être confiné dans une cage bien que plaisante. Je dois exiger la promesse cruelle que vous me laisserez partir dans 1 an si nous ne trouvons pas de bonheur ensemble. Je vais essayer de faire de mon mieux et vous donner cette partie de moi que vous connaissez et que vous semblez vouloir. George Putnam accepte sans une seule hésitation ces conditions. Il est fou amoureux. C'est ainsi qu'il se marie le 7 février 1931. George offre en cadeau de mariage l'autogire dont elle rêvait. Au lieu d'une lune de miel, Amelia bat des records. En 1931, elle établit le record mondial de vitesse sur 3 km et devient la première femme à piloter un autogire. Elle bat le record du monde en altitude en autogire et fait la première traversée des États-Unis dans ce même aéronef. Mais son obsession, c'est la traversée de l'Atlantique en solitaire. Je voulais me justifier à moi-même. Je voulais prouver que je méritais au moins une petite part de toutes les choses gentilles que l'on a dites à mon sujet. Il y avait d'autres raisons encore, plus fortes que celle-ci. Simplement prouver que les femmes peuvent accomplir la plupart des choses que les hommes accomplissent. Pour mener à bien le projet, elle approche l'aviateur norvégien Bernt Balchen, grand connaisseur du milieu, et lui confie la mission de préparer le Lockheed Vega qu'elle a acheté quelque temps auparavant. Elle vole énormément pour préparer la grande traversée. Au fil de ses escales à travers les États-Unis, les badauds reconnaissent l'aviatrice et n'hésitent pas à arracher des morceaux de son avion pour les lui faire dédicacer. Un de ces jours, un chasseur de souvenirs va emporter une pièce vitale, et il y aura un crash. Elle torture son Vega rouge, le poussant dans ses limites et se ruinant dans les réparations. Personne ne connaît encore son projet, de peur qu'une autre femme ne tente la traversée avant elle. En juin 1931, une autre aviatrice, Russ Nicol, s'élance, mais s'écrase et se brise 5 vertèbres. Elle guérit très vite et se remet à voler dans le but de refaire une autre tentative, également secrète. En 1932, de son côté, Amelia se sent prête. Elle se forme à la mécanique, au vol aux instruments, à la cartographie et à la météorologie. Pendant ce temps, Balchen et son assistant préparent l'avion. Edwin Aldrin, père du futur astronaute Buzz Aldrin, s'occupe du carburant. Un véritable tuning pour faire de cet aéronef un avion transatlantique. Au final, il ne reste plus qu'à attendre une chose, une météo clémente. Et que fait Amelia en attendant ? Elle vole, pardi. Le météorologue qui l'aide dans sa préparation change soudainement les plans. Le départ était initialement prévu du New Jersey, mais la météo est parfaite à Harbor Grace, à Terre-Neuve.
Amelia, du genre fonceuse, demande à partir immédiatement à Terre-Neuve. Balchen pilote le Vega avec toute l'équipe à bord et une fois à Terre-Neuve, il ne reste qu'à attendre que le brouillard se dissipe. Après des dernières vérifications, Amelia déclare à la presse « Chers amis, proches comme lointains, laissez-moi vous dire que vous allez avoir de mes nouvelles dans moins de 15 heures. » Le 20 mai, à 19h12, les roues du Vega quittent le sol pour la grande traversée. Le vol n'est pas des plus plaisants. Son tachymètre et son altimètre lâchent dans les premières heures, les vents se renforcent, une fuite de gasoil emplit le cockpit de vapeur et la fatigue guette. Au bout de 14 heures et 56 minutes, elle se pose dans un champ, sans trop savoir dans quel pays elle se trouve. Un fermier lui apprend qu'elle est en Irlande du Nord, près de Culmore. George Putnam attend son appel. Il est inquiet. Elle est entourée des premières personnes venues la féliciter, mais de l'autre côté de l'Atlantique, des rumeurs font état de son crash près de Paris. Je savais qu'il ne m'aurait jamais interdit de traverser l'océan. Il aurait pu essayer de m'en dissuader, ou geindre et tout gâcher. S'il avait agi ainsi, j'aurais eu à dépenser trop d'énergie nerveuse contre lui, mais il me faisait confiance. Il ne connaît rien à l'aviation, mais il sait que je n'aurais rien essayé que je ne sois sûre de pouvoir faire, que je n'aurais rien osé sans y avoir longuement réfléchi et m'y être longuement préparé. Il me laisse conduire ma barque comme je le laisse conduire ses livres. Le téléphone sonne et enfin, il apprend la bonne nouvelle. Amelia Earhart devient la première femme à avoir traversé l'Atlantique en solitaire et la seconde personne à l'avoir fait en solitaire, tous sexes confondus. S'ensuit une tournée triomphale à travers l'Europe. En France, on lui remet la Légion d'honneur et elle est honorée par un balai aérien. À son retour aux États-Unis, par bateau, c'est encore plus fort. Des foules l'entourent et quand il est temps de poser pour les journalistes, elle demande à ce que les femmes aviatrices posent avec elle. Elle n'oublie pas sa lutte pour l'égalité entre les sexes. Les femmes devraient réaliser pour elles-mêmes ce que les hommes ont déjà fait, et occasionnellement ce qu'ils n'ont jamais fait. Si elles échouent, leur échec doit être un défi pour les autres femmes. Elle a droit à une autre parade dans Manhattan, une autre rencontre avec le nouveau président des États-Unis, mais c'est pas là qu'elle veut en finir. Elle ressent le désir de continuer, d'aller de l'avant. L'aviation coule dans son sang et George Putnam la suit et la soutient, tandis qu'elle bat son propre record de vitesse de traversée des États-Unis, devient la première à relier Honolulu à la Californie, la première à relier Los Angeles à Mexico et Mexico à Newark. La gloire entoure Amelia, elle est au sommet. Elle a tout de même un nouveau rêve, un tour du monde en avion. Pour cela, il lui faut un avion de taille. Le jour de son 38e anniversaire, elle peut s'acheter finalement le Lockheed Electra, spécialement préparé pour elle par la firme américaine. Fred Noonan, navigateur hors pair et instructeur des navigateurs de la Pan Am, va voler avec elle durant ce périple. Le vol demandant de nombreuses autorisations de survol et de visa, elle requiert l'aide du président Roosevelt, qu'elle a soutenu publiquement lors de sa réélection. Elle écrit « Comme pour mes vols précédents, j'entreprends celui-ci uniquement parce que j'en ai envie, et parce que je sens plus que jamais que les femmes doivent montrer ce qu'elles sont capables de faire. » Il ordonne à la marine américaine de faciliter le projet. Après quelques ressorts politiques et de météo, elle fait finalement la première étape de son tour du monde en reliant Auckland, en Californie, à Honolulu. Noonan se révèle être un très bon navigateur, tout s'annonce pour le mieux. Après une escale de 3 jours, au moment de repartir d'Hawaï vers la seconde étape, un pneu éclate sur la piste. L'avion bascule. Amelia s'en sort indemne, mais l'avion requiert $50 000 et 3 mois de délai de réparation. Elle est dévastée, non seulement car elle voit cet avion comme un être vivant qu'elle chérit, mais aussi à cause des complications météo d'un tel délai. Mais elle ne désespère pas, toujours aller de l'avant. Pour la seconde tentative, elle change le plan de vol. Elle décide de partir vers l'est et non vers l'ouest. Le premier vol, sans encombre, relie Auckland à Miami. De là, Earhart et Noonan vont partir de Miami pour rejoindre Porto Rico, la première étape du tour du monde. C'est le moment d'annoncer au monde ce qu'ils sont sur le point de tenter. C'est aussi le moment des adieux. George est sur la piste lorsque l'avion décolle, le 1er juin 1937. Là, dans l'obscurité, nous nous sommes hissés sur les marches de béton froid, ses mains dans les miennes. On trouve peu à se dire dans des moments comme celui-ci. Quand Beau a crié que tout était prêt, les yeux d'Amelia brillaient devant l'aventure qui l'attendait. Mais tandis qu'elle marchait vers l'avion, elle m'a paru très petite, menue, féminine. Fred Noonan, son navigateur, écrit à sa femme. Elle est l'unique aviatrice avec laquelle j'accepterais d'entreprendre ce tour du monde. Elle est à la fois une excellente camarade et un pilote de premier ordre qui sait assumer les coups durs et travailler comme un homme. Après une escale à Porto Rico, ils partent vers le Venezuela, puis le Suriname, le Brésil,
Depuis Natal, ils traversent l'Atlantique et atterrissent à Saint-Louis, au Sénégal. La même odeur envahit Dakar et Saint-Louis. Pour moi, c'était une odeur forte et piquante, charnelle, bien différente des arômes d'Amérique du Sud, qui sont ceux des fruits, des poissons, de la viande et de toutes choses qui poussent, parfois à l'excès. Elle n'oublie pas la ségrégation qui sévit également dans son pays natal, tandis qu'elle arpente les terres africaines. En voyant la majesté de ses habitants, je me suis demandé ce que bien d'autres ont dû se demander avant moi. Qu'avons-nous fait aux États-Unis, à ce peuple si fier et si beau dans leurs racines ? Au fil de son voyage, elle ne manque pas de téléphoner à George, lui racontant les trésors qu'elle découvre. C'est un grand voyage. Nous le referons ensemble un de ces jours. Ils font d'autres escales au Mali, au Tchad, au Soudan, en Érythrée et rejoignent l'Asie par le Pakistan, puis l'Inde et la Birmanie. Des compartiments de voitures sont réservés aux femmes indiennes qui ne doivent avoir aucun contact avec les hommes. Et cependant, les femmes ici semblent avoir plus de liberté et d'éducation que partout ailleurs où nous avons été. Plusieurs d'entre elles sont dans les affaires et ont le droit de vote depuis des années. À chaque étape, elle prend le temps de visiter, de découvrir, de rencontrer et d'apprécier. Elle se délecte des mondes qu'elle découvre au fil des vols avec Noonan. Ils reprennent la route vers la Thaïlande, puis Singapour, l'Indonésie, l'Australie et atterrissent en Nouvelle-Guinée. Jusque-là, durant leur tour du monde, Earhart et Noonan ont traversé 2 océans et il n'en reste plus qu'un pour terminer ce grand tour, le Pacifique, le plus grand océan du monde. Nous sommes le 2 juillet 1937 à Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'objectif du jour est de relier Lae à l'île d'Åland, plus de 4000 km plus loin, une île minuscule au milieu du Grand Pacifique Sud. Ils ont déjà parcouru 36 000 km en l'espace d'un seul mois. Le périple est fantastique, même si parfois semé de quelques embûches techniques. Tout s'annonce pour le mieux, alors qu'ils s'apprêtent à attaquer la partie la plus périlleuse du voyage. L'île est si petite qu'elle n'est pas sur la carte. Il va falloir calculer des trajectoires et être très précis sur les instruments, et Noonan va devoir déployer tout son savoir-faire. Pour les aider, un bâtiment de la marine américaine, le Itasca, est au large de l'île pour servir de repère, et 2 autres navires de l'US Navy patientent également non loin. Le voyage est compliqué et la boussole de Noonan a quelques problèmes. Pour alléger l'avion, et de ce fait pouvoir ajouter du carburant, Earhart laisse à Lae 680 kg de matériel, dont son code Morse et ses fusées de détresse. Elle écrit « Il y a 1 mois à peine, j'étais sur l'autre rive du Pacifique, en regardant à l'ouest. Ce soir, je regarde vers l'est du Pacifique. Au cours des jours rapides qui viennent de s'écouler, toute la largeur du monde est passée derrière nous, sauf ce grand océan. Je serai heureuse quand les hasards de la navigation seront derrière nous. » Le 2 juillet à 10h30 local, l'avion décolle pour un vol d'environ 18 heures. Au bout de 7h30 de vol, l'Electra annonce sa position et tout va bien. Et ce qui suit reste en grande partie un mystère. Les communications avec les navires américains sont compliquées, les transmissions de plus en plus faibles. Pour communiquer avec l'Itasca, le bateau doit leur envoyer des signaux radio et Earhart oriente son antenne vers différentes directions jusqu'à trouver celle du bateau, ce qui devrait les guider vers lui. Mais les 2 aviateurs ont visiblement énormément de mal à trouver l'Itasca. Le navire ne peut en effet pas émettre sur la même fréquence que l'avion. Les marins restent totalement impuissants. Plus tard, une nouvelle transmission d'Earhart, la dernière qu'ils n'entendront jamais, annonce sur la fréquence 3105 kHz. Nous sommes sur la ligne 157337. Nous répéterons ce message. Nous le répéterons sur 6210 kHz. Attendez. Avant d'ajouter, toujours sur la fréquence 3105 kHz. Nous sommes sur la ligne nord et sud. L'Itasca décide alors de créer un panache de fumée pour qu'Earhart le voie. En vain. Le contact est perdu, à jamais. Des recherches sont immédiatement lancées à grand renfort de navires et d'avions qui survolent les îles et les zones d'océan alentour. Jamais on ne retrouvera les 2 aviateurs malgré les 4 millions de dollars et les dizaines d'avions mobilisés. Le 18 juillet 1937, 16 jours après leur disparition, les recherches sont officiellement abandonnées. George Putnam décide de les poursuivre en y mettant toute sa fortune et en se rendant sur les lieux de sa disparition. Pour financer les recherches, il publie le journal de vol d'Amelia, intitulé Last Flight. Le 5 janvier 1939, Amelia Earhart et Fred Noonan sont officiellement considérés comme morts en vol. Dans une lettre d'adieu à George, écrite au cas où elle ne survivrait pas à ce périple, Amelia écrit « Sache que je suis tout à fait consciente des dangers. Je veux le faire parce que je veux le faire. Les femmes doivent essayer de faire les choses comme les hommes ont essayé. Quand ils échouent, leur échec ne doit être qu'un défi pour les autres.
Même après la mort rendue officielle d'Amelia, George ne cessera jamais de chérir celle qu'il avait tant aimée. Il lèguera une grande partie des effets personnels d'Amelia à des musées. Il se remariera, mais ne cessera jamais de l'aimer. L'aviatrice ne fera qu'une seule déclaration publique sur ce qu'elle ressentait pour George. Il s'intéressait à l'aviation. Nous aimions tous les deux les activités en plein air, les livres et le sport. Nous avons commencé à déjeuner ensemble, puis à dîner ensemble, puis à partir pour de longues balades en cheval. Je ne pouvais pas admettre que j'étais amoureuse, mais arriva un moment, je ne sais plus quand, où je ne pouvais plus me mentir à moi-même. Je ne pouvais plus me répéter que ce que je ressentais pour GP n'était que de l'amitié. Je savais que j'avais trouvé la seule personne qui pourrait me supporter. Beaucoup de mystères entourent la disparition des deux aviateurs. Comme dans le cas de l'Oiseau Blanc, la disparition d'Amelia Earhart continue d'être le sujet de recherches et d'hypothèses plus ou moins loufoques. Peut-être un jour saurons-nous ce qu'il est advenu de cette femme exceptionnelle et de son navigateur. Mais Amelia Earhart, disparue un peu avant ses 40 ans, restera une des pionnières de l'aviation, un symbole de l'égalité des sexes, une aventurière sans peur et une icône fascinante du siècle dernier.